Bonsoir. Comme l'exige la bonne gouvernance et comme l'a souhaité demander le chef de l'État, chaque ministre passe dans cette émission pour faire le point de l'exécution du budget alloué à son département. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Bouna Sylla, ministre des Mines et de la Géologie, de se prêter à cet exercice de reddition des comptes. Quel budget pour l'année 2024, pour quelles réalisations et quelles réformes et surtout pour quel impact sur les différentes sociétés. Avec lui, nous reviendrons également sur le projet Simandou. Quelle est la différence entre le projet et le programme? D'ailleurs, quels sont les différents tenants et aboutissants de ce méga projet? Toutes ces questions vont tout à l'heure être répondues par notre invité, M. Bouna Sylla. M. Bouna Sylla, bonsoir. Bonsoir. Cette émission va être co-animée avec Kerno Amadou Mbone Kamara. Il est administrateur général du site d'information générale guinée114.com. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, Condé. Merci donc à vous également. Alors, monsieur le ministre, pour commencer, vous êtes à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. On dit que la Guinée est le scandale géologique. Dites-nous concrètement pour l'année 2024, quel est le budget qui a été alloué à ce département et quelles sont les principales missions qui sont assignées également à ce même département? Merci, M. Condé, et bonsoir à M. Kamara. Je pense que cet exercice est extrêmement important et pour tout pays qui veut améliorer la gouvernance. Je pense que cette initiative du président de la République est extrêmement salutaire. Je ne dirais pas la reddition des comptes, mais plutôt la redevabilité. C'est-à-dire tous ceux qui sont investis de la charge de gérer les biens publics, il faut être redevable et les Anglais le disent encore mieux, la comptabilité, c'est-à-dire tu dois rendre des comptes. Ouais. Et c'est vrai, on qualifie souvent la Guinée de scandale géologique, ce qui est vrai, mais le paradigme, c'est plutôt un scandale de la pauvreté. C'est comment changer ce paradigme. Maintenant, au niveau des allocations budgétaires pour le ministère des Mines, pour l'exercice qui prend fin ce mois-ci, en décembre, est de 274 milliards de francs guinéens. Dans ces 274 milliards, c'est subdivisé en 5 titres. On a le titre 1 qui comprend le personnel, c'est-à-dire les charges salariales du département. On a le titre 2 qui comprend les biens et services. Et le titre 3, les transferts. Et le titre 4, les investissements. Et dans le cadre des investissements, l'allocation est de 38 milliards 769 310 669 francs guinéens. À date, au titre des engagements, il y a 20 milliards 800 millions qui sont engagés, soit un ratio de 54%. Maintenant, au titre des résultats, sur la base du budget qui est alloué, un budget n'est jamais suffisant. C'est comme quand on demande à un employé, est-ce que votre salaire est suffisant? Même si vous payez $1 million par mois, ça ne sera jamais suffisant. Ouais. Et il faut faire des arbitrages difficiles. Je ne suis pas là pour faire le procès de l'arbitrage budgétaire, mais il faut savoir utiliser de manière efficiente et optimale, merci du mot, les ressources qu'on met à votre disposition. Bien entendu. Et à ce titre, on a engagé la présence des investissements pour mettre des infrastructures à la disposition des structures déconcentrées. Le ministère des Mines, c'est vrai, l'administration centrale se trouve à Conakry, mais les mines sont à l'intérieur du pays. Il faut qu'à l'intérieur du pays, que les structures de la représentation du ministère des Mines à l'intérieur du pays, des bureaux adéquats et avec tout le cadre de travail approprié afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Un cadre décent afin de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs qui sont assignés au ministère des Mines à travers la lettre de mission du Premier ministre-chef du gouvernement. Et on a également engagé au titre de ce budget la réorganisation de l'exploitation artisanale. Je vais le développer encore beaucoup plus
davantage. Et la reprise, ou disons la relance de la participation de la Guinée dans les différents forums mondiaux du secteur minier. Au titre de ce budget, nous avions engagé la rénovation du département des mines. Et je me considère plutôt comme le directeur commercial des mines guinéennes, et ce qui veut dire quand des investisseurs étrangers viennent pour investir des milliards dans un pays, quand ils rentrent dans un bureau, il faut quand même que le bureau puisse offrir le confort et le confort nécessaire pour rassurer ces personnes-là. Je viens dans un pays où mon principal interlocuteur, s'il n'y a même pas de toilette, il n'y a pas un cadre adéquat de travail pour lui, il va se poser des questions avant d'investir. Donc, comme vous le savez, le ministère des Mines est en charge de la politique minière du pays, de sa mise en œuvre et du suivi. À ce titre, un certain nombre d'objectifs nous ont été assignés, et parmi ces objectifs, ils sont nombreux, et je peux me faire le loisir de vous les citer et de les développer. Oui. On a l'amélioration de la connaissance géologique du pays. On est un pays minier, c'est un scandale géologique par potentiel, mais on ne connaît pas à date quelles sont toutes les ressources dont ce pays dispose. Ouais. On connaît l'existence de la bauxite depuis des décennies, belle lurette, le minerai de fer, l'or depuis Kankoumoussa, depuis le 15e siècle, le Moyen-Âge, ça on connaît. Ouais. Mais il y a d'autres minéraux dont le pays regorge, dont on a des indices, mais on ne connaît pas quel est le niveau des ressources et des réserves que le sous-sol guinéen regorge. Ouais. On a les métaux de base aujourd'hui qui sont considérés comme des métaux critiques, tout ce qui est cuivre, et le zircon, le titanium, le cobalt, et tous ces métaux sont utilisés dans la transition énergétique mondiale aujourd'hui, mais également dans l'électronique de pointe. Ouais. Et c'est extrêmement important qu'on engage des travaux de recherche pour pouvoir connaître davantage nos ressources naturelles. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est l'investisseur minier qui vient, on lui donne un permis de recherche, il fait sa recherche. S'il trouve une partie de la superficie initialement octroyée et rétrocédée à l'État, et avec les données qu'il souhaite donner, qu'il souhaite rétrocéder. Ouais. Donc si nous-mêmes, nous engageons une politique de recherche, et ça permet à l'État de contrôler la cadence des investissements, mais également de mieux profiter en termes de revenus, mais pas seulement de revenus, des ressources dont nous disposons. C'est pour ça que nous avons réfléchi sur des mécanismes de financement innovants en donnant des périmètres à des investisseurs miniers, en faisant de l'exploration régionale sur des périmètres bien définis. Et sur ces périmètres-là, l'investisseur fait les recherches et 50% de ce périmètre est rétrocédé avec l'ensemble des données, mais également si l'investisseur va développer le périmètre qui lui revient, le niveau de participation de l'État sera au-delà des 15%, c'est-à-dire ça va être minimum 20%. Ça permet d'augmenter le niveau de participation. C'est les textes qui le disent ou bien c'est des innovations? Non, c'est des innovations, ce n'est pas les textes qui le disent. Le code minier dit maximum 15% pour des permis de recherche. Mais là, on a essayé d'imaginer pour les nouveaux acquéreurs. Pour les nouveaux acquéreurs, mais également pour des ressources qui ne sont pas encore à date exploitées et connues dans le pays, pour inciter la recherche sur ces minéraux. On fait de l'exploration régionale à travers des accords consignes avec les investisseurs d'une durée limitée, bien sûr, 2-3 ans, qui correspondent à la période de recherche, afin qu'on puisse avoir des informations précises sur ce type de minerais. D'accord. Et ensuite, pour réussir ça, il fallait engager l'assainissement du cadastre minier. Et nous avons engagé l'assainissement du cadastre minier en instaurant, en conformant aux objectifs que le président de la République a signés, notamment en termes d'amélioration de la gouvernance, en mettant plus de digitalisation, en digitalisant davantage le cadastre. Nous avions un financement de la Banque mondiale de 35 millions de dollars, et mine environnement, l'environnement c'est 30 millions de dollars. Nous avons utilisé une partie des ressources de ce financement pour pouvoir engager l'assainissement du cadastre.
et digitaliser l'ensemble du processus. Aujourd'hui, si vous allez sur le cadastre minier guinéen, en cliquant, vous avez accès au cadastre. Ça a été fait depuis, mais ça a été amélioré. Nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités qui permettent, à compter de la réception de la demande du bureau du secrétariat central, tout le circuit administratif qui est fait, le parcours que fait la demande, l'ensemble de ce parcours pour que ça puisse être transparent, ça puisse être connu. Est-ce que le requérant, la société qui a déposé sa demande a payé les droits fixes à la Banque centrale, plutôt les droits d'instruction, le dossier est passé sur le ministre et quel jour et à quelle date ça prend, combien de temps, ça permet de rationaliser et optimiser le traitement des dossiers dans les différents services et donner plus de transparence, ce qui va rassurer les investisseurs davantage et attirer encore davantage des investisseurs dans le secteur. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai pris fonction, le cadastre a été fermé pour les besoins de cet assainissement qui, dans les prochaines semaines, le processus sera complètement finalisé. Il faut rajouter... Il est toujours fermé, le cadastre? Oui, il est toujours fermé. Donc alors là, il n'y a pas de délivrance Il n'y a pas de délivrance de permis de recherche. Depuis que j'ai pris fonction le 13, quand le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer du moins comme ministre des Mines et de la Géologie, j'ai pris la décision de fermer le cadastre pour assainir notre cadastre, s'assurer que les permis qui sont octroyés ne sont pas dans les cours d'eau, ne sont pas dans des réserves forestières, ne sont pas dans des habitats et les aires marines protégées. Et les aires marines protégées, exactement. Mais aussi, surtout, s'assurer que ceux qui ont les permis, c'est ceux qui ont les capacités techniques et financières telles que prévues par la législation minière, c'est-à-dire par le code minier. Et on a des experts internationaux spécialisés dans le cadastre, et notamment des experts de Spatial Dimension. C'est l'un des plus grands spécialistes pour la mise en place du cadastre digitalisé, qu'on a mis en relation avec des nationaux et qui ont fait un excellent boulot. Et ce travail, il est en cours de finalisation. Dans les prochaines semaines, le cadastre sera ouvert et géré conformément aux meilleures transparents, avec les règles de gouvernance les plus strictes. Vous avez retiré combien? Vous avez un chiffre? Il y a les procédures. Une fois qu'on aura fini l'assainissement total, les permis à retirer feront l'objet de retrait, les permis à renouveler feront l'objet de renouvellement, et ça permet aussi à des nouvelles demandes d'être instruites conformément à la procédure cadastrale qui va être actualisée pour tenir compte de la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est quoi? La vision du président de la République est de faire des Guinéens des acteurs du secteur minier. Pour faire des Guinéens des acteurs du secteur minier, il faut qu'on aligne notre politique minière avec cette vision-là. En faisant quoi? En créant des incitations pour attirer les Guinéens qui ont des capitaux, qui ont de l'expertise dans le secteur minier, pour qu'ils puissent développer des permis, seuls ou en partenariat. Et qu'à l'instar des autres pays, si vous allez au Canada, c'est un grand pays minier, mais le secteur minier canadien, il est contrôlé par des Canadiens. En Afrique du Sud, après la libération de Mandela en 1994, il a mis en place une politique qui s'appelait le Black Empowerment, c'est-à-dire pour faire en sorte que les Noirs, sous l'apartheid qui étaient exclus du système économique du pays, puissent être des acteurs économiques. Des incitations leur ont été accordées. L'actuel président de la CAF, qui est milliardaire en dollars, Patrice Motsepe, et qui est propriétaire de la société africaine Rainbow Mineral, a bénéficié de cette politique du gouvernement sud-africain. Et donc c'est ce type de politique que le président de la République et son Premier ministre m'ont instruit de mettre en œuvre, d'encourager nos nationaux pour être des acteurs miniers et prendre des risques pour investir dans le secteur minier, pas seulement être dans le commerce général, ou simplement se dire, bon, se complaire à être sous-traitant des entreprises minières, mais aller au-delà de la sous-traitance, devenir des entreprises à part entière, détenues par des nationaux, mais ça demande des mécanismes d'incitation que nous sommes en train de mettre en place en relation avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, et pour que cette politique de préférence nationale puisse produire des résultats pour nos concitoyens. Est-ce qu'il y a d'autres missions? S'il n'y en a plus, on va aller rapidement sur le Simandou. Il y a d'autres missions. Il y a la mise en production du Simandou. Il y a le contrôle et le suivi de l'activité minière sur le terrain et l'amélioration de la collecte des revenus. On est en train de mettre en place une task force mini-revenus, c'est-à-dire que les services du ministère des Mines travaillent en intelligence avec les services
de l'administration du budget, de l'administration fiscale et de l'administration douanière pour un meilleur contrôle de l'activité des sociétés minières. Juste à titre d'exemple, quand un inspecteur des impôts va contrôler une société minière, il regarde juste les aspects comptables et financiers. Ouais. Maintenant, quand il va dans les charges d'exploitation de la société, si un inspecteur des impôts qui n'est pas ingénieur ne peut pas nous dire exactement quel est le coût de production, par exemple, d'un engin Caterpillar 320D, et quelle est la quantité de gasoil que ça consomme, quel est le nombre de filtres que ça change par heure travaillée, et en les faisant accompagner en appui des ingénieurs du ministère des Mines, ça permet de mieux, comment on appelle ça, challenger les charges qui sont déclarées par les sociétés dans leur bilan. Donc, ce qui produit comme résultat d'améliorer les revenus de l'État qui seront collectés c'est au sein des sociétés minières. Donc, ça permet de maximiser les recettes. De maximiser les recettes minières, tout à fait. D'accord, oui. Alors, Simandou, avoir un ministre des Mines sur un plateau, ne pas aborder cette question, ça va être un crime de lèse-majesté, monsieur le ministre. On parle de programme Simandou 2040, on parle du projet Simandou. Et quelle est la différence entre les deux? Expliquez-nous, on en est à quel niveau concrètement la mise en route du projet Simandou? Quelles seront les grandes retombées pour la population? Simandou a fait rêver beaucoup de générations de Guinéens. Et tous les dirigeants qui sont succédés à la tête de notre pays ont essayé de faire de leur mieux pour que ce projet puisse aller en production. Il faut quand même reconnaître, c'est grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya que ce rêve de tant de générations de Guinéens est devenu une réalité. En faisant quoi? Le Simandou, c'est 4 blocs. Vous avez les blocs 1 et 2, détenus par Winning Consortium Simandou, et les blocs 3 et 4, détenus par Rio Tinto Simfer. Et chacune de ces sociétés voulait faire sa propre ligne de chemin de fer et son propre port. Et le 5 septembre, quand le président de la République est arrivé, il a invité les 2 investisseurs. Il a dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord que chacune des sociétés fasse son chemin de fer et son port. Et vous vous mettez ensemble pour développer les infrastructures. La mutualisation. La mutualisation. Le co-développement. En vous mettant ensemble pour développer l'infrastructure, l'avantage pour l'État, ça réduit le capex du projet pour chacun des investisseurs. Et quand le capital mis en place par chacun des investisseurs pour développer le projet, ça permet d'améliorer les revenus de l'État et de rendre le projet beaucoup plus rentable et compétitif. Et à ce titre, sur la base sous son leadership, les négociations ont été menées pour la signature de l'accord cadre le 25 mars 2022, qui a été le point de départ du projet Simandou. Et la renaissance même, je dirais, du projet Simandou. Et ce 25 mars 2022, à la suite de la signature de l'accord cadre portant co-développement des infrastructures du projet Simandou, et ça a été matérialisé le 27 juillet 2022, la compagnie de Transguinéenne a été créée. Et dont l'une des innovations majeures a été que l'État guinéen détiendra une participation de 15% dans l'infrastructure. Et 15% non contributive, parce que j'aime pas le mot gratuit, parce que c'est le co-développement qui a je voulais ça. dire tout de suite. Je préfère... En contrepartie, la Guinée a payé quoi? La Guinée a 15% de participation non contributive et non dilutive dans la compagnie du Transguinéen. Et aussi, le président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen est un Guinéen. Et j'ai eu la chance et le privilège d'être ce premier Guinéen que le président de la République a désigné comme président de la compagnie du Transguinéen. C'est un grand honneur, pas parce que je le mérite plus que... Il y a pas mal de Guinéens qui le méritent plus que moi, mais je pense que j'ai eu cette chance. Et deuxièmement, le directeur général adjoint de la compagnie du Transguinéen sera un Guinéen, le directeur financier adjoint sera un Guinéen. Maintenant, le projet Simandou, c'est 4 composantes. Lesquelles? Vous avez les 2 mines qui sont opérées par les investisseurs dont je vous ai mentionné le nom plus tôt. Vous avez les infrastructures, c'est le ferroviaire de 650 km qui quitte Bela pour le port de Moribaya au sud de Conakry. Dans Forêt-Karia. Dans Forêt-Karia, dans la préfecture de Forêt-Karia. Et cette infrastructure ferroviaire de Bela à Kirouani, c'est environ 70 km, une voie. De Kirouani au port de Moribaya, c'est un chemin de fer double voie.
c'est extrêmement important de le savoir, et qui est transport passager et marchandises. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il y aura un train passager par jour dans chaque direction. À l'aller au retour. À l'aller au retour, il y aura un train par jour de Forikaria, Moribaya précisément, pour Bela, et un train de Bela vers Forikaria par jour. Il y aura plus d'une dizaine de gares et ça va permettre de créer de nouvelles villes. Ça va l'infrastructure amène le développement. Le développement s'est fait autour de la connectivité. Et l'avantage du Simandou, c'est ça connecte les 4 régions naturelles du pays, de la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Il y aura 3 trains marchandises par semaine. Les halocos que nos compatriotes produisent dans la région de Zérékoré, qui faisaient une semaine pour arriver à Conakry, dont 50% vont pourrir dans les camions, vont quitter le même jour et arriver à Conakry le même jour. D'accord. Et l'autre, ensuite, il y a les ports. Deuxième composante. On va aller plus vite. Troisième composante. Ouais. Et non, vous n'avez donné que la première, la composante. Non, la première composante. Deuxième, le chemin de fer. Ferroviaire. Troisième, le port. Le port. Et quatrième, la Syrie. D'accord. Il faut qu'on apprenne les erreurs du passé. Dans les accords du Simandou, il est prévu la construction d'une aciérie de 500 000 tonnes ou d'une usine de pelletisation de 2 millions de tonnes. Et les études de faisabilité, ce n'est pas des vues d'esprit. Les études de faisabilité vont être élaborées 2 ans à compter de l'entrée en vigueur et soumises à l'État pour approbation. Mais pour qu'on s'assure que ça sera fait, l'État et les études de faisabilité, les termes de référence qui vont permettre de recruter les consultants qui vont réaliser les études de faisabilité, ces termes de référence seront soumis à l'État pour avis et approbation. Et ensuite, si au bout du délai contractuel, les investisseurs n'ont pas réalisé les études de faisabilité, l'État a la possibilité de les réaliser à la charge du projet et pour que l'aciérie puisse être réalisée pour aller vers la transformation chère au président de la République. À présent, on va partir avec la deuxième partie de cette émission qui concerne le face-à-face. Tout à l'heure, nous allons donc partir pour cette deuxième partie. Retour sur ce plateau, toujours avec le même invité, le ministre des Mines et de la Géologie, M. Bouna Sylla, avec qui on fait le bilan de la gestion de son département pour l'année 2024. Alors, Monsieur le ministre, on parlait du projet Simandou avec ses différentes composantes. Maintenant, est-ce que toutes ces composantes ont tenu compte de la dimension formation, de la dimension renforcement des capacités, parce que qui parle du développement parle du capital humain. Est-ce que vous en avez pris en compte? Déjà aujourd'hui, il faut rappeler que le projet a pris en compte le contenu local, parce que c'est important d'en parler. Le contenu local, selon le gouvernement, ça veut dire quoi? C'est 3 choses. Créer des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens ou détenues par des Guinéens. J'aime donner l'exemple de l'entreprise Total, c'est une société de droit guinéen, mais à capitaux français. On parle bien d'entreprise à capitaux guinéens, c'est-à-dire contrôlée par des Guinéens. Oui. Deuxièmement, c'est donner des opportunités d'emploi aux Guinéens. À date, le projet Simandou, c'est environ 50 000 emplois, 45 000 emplois précisément, et qui est créé pendant cette phase de construction. Et cette phase de construction, on a plus de 50% de la construction de l'infrastructure qui va être délivrée à fin 2025. Fin 2025, ça sera la fin de la construction. Et le comité stratégique du projet Simandou veille pour l'atteinte de ces objectifs. Déjà, fin décembre 2024, il y a une revue des jalons pour s'assurer que les jalons qui sont prévus dans les accords sont respectés. Une fois que c'est validé par le comité stratégique, appuyé par son ingénieur conseil, et à la prorogation pour l'année 2025 pour fin des travaux prévus 2025. Ensuite, c'est la formation. Le troisième axe, c'est la formation et le transfert de compétences ou de technologies. Au niveau de la formation, et la chose la plus importante, l'innovation la plus importante que le président de la République, et à travers le comité stratégique, a eu à faire dans le projet Simandou, c'est d'allouer 20% des impôts et taxes que l'État guinéen va percevoir, c'est-à-dire le trésor public, vont être affectés à donner des bourses d'études aux meilleurs lycéens
des 33 préfectures du pays. Chaque préfecture de ce pays aura un boursier pendant 35 ans. Au moins un boursier. Mais ces bourses sont octroyées uniquement dans les filières scientifiques et techniques, écoles d'ingénieurs, écoles médicales. Les sciences humaines sont exclues parce que le développement se fait à travers les sciences. Et deuxièmement, 5% des impôts et taxes de chacune des mines, c'est des blocs 1 et 2 de WCS et des blocs 3 et 4 de Simfer, vont être investis à l'intérieur du pays pour améliorer le système éducatif. On sait tous que notre système éducatif, ces 20 dernières années, ça s'est complètement effondré. Les jeunes sortent de l'université, ils ne s'arrivent même pas à faire un commentaire de texte. Et je pense que c'est ça qui va changer la Guinée de demain. Et l'investissement dans les générations futures, c'est l'éducation. L'éducation, un peuple éduqué, c'est un peuple qui se développe. Oui, Thiaramadou Mbone Camara, question pour Monsieur le ministre. Oui. Monsieur le ministre, vous avez parlé du projet Simandou, qui est quand même une fierté nationale aujourd'hui. Mais est-ce que ce rêve que vous êtes en train de réaliser, le CNRD, est-ce qu'il ne court pas des risques de par des zones d'ombre qui persistent et qui sont dénoncées par certains de vos opposants? Il y a par exemple des documents qui ne sont pas mis à la disposition du grand public, c'est notamment les contrats et conventions qui sont signés. Qu'est-ce que vous faites pour que la question de transparence, notamment la publication des contrats, puisse être effective? Merci pour cette question. Et je pense que c'est extrêmement important de clarifier ça. Le comité stratégique du projet Simandou, qui est présidé par le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité, on est conseillé, le comité est conseillé, disons, la République de Guinée est conseillé par des firmes internationales de renom. Et il y a une firme internationale juridique qui s'appelle Watson Farley Williams, qui conseille la Guinée sur le plan juridique. Et Watson Farley, parce qu'il y a un Guinéen de Alassane Bari qui est partenaire de ce cabinet. Et il y a un cabinet canadien et un cabinet français qui sont les conseillers financiers de la Guinée, CPCS et GSA. Et il y a un ingénieur conseil, un bureau d'ingénierie conseil qui fait la supervision des travaux. Et pour s'assurer que les infrastructures, parce qu'au bout de 35 ans, les infrastructures reviennent dans le portefeuille de l'État. Pour s'assurer que ces infrastructures seront robustes, c'est construit suivant les meilleures normes et standards en la matière. Sur les documents, il y a plusieurs documents qui ont été négociés, je ne vais pas les citer tous, mais principalement il s'agit de la convention de co-développement qui a mis les deux investisseurs ensemble pour la réalisation de l'infrastructure. Et pour qu'un document juridique, notamment une convention, ça a été ratifié le 3 février dernier par la représentation nationale, mais il y a des conditions de mise en vigueur des documents. Et il y a un certain nombre de documents restants qui ne sont pas nombreux, et notamment les questions de règlement portuaire, les documents relatifs au règlement portuaire. Il y a la convention portuaire. Non, pas la convention portuaire. Oui. Mais elle-même, le public ne l'a pas. Non, c'est ce que je dis. Oui. Il y a certains documents annexes qui sont en cours de finalisation. Il faut que l'ensemble de ces documents annexes soient finalisés pour que la convention entre en vigueur. Je prends l'exemple d'une compagnie comme Rio Tinto. Rio Tinto, c'est une société qui est cotée à la bourse de Londres et à la bourse d'Australie. Et en termes de transparence, quand une société est cotée, elle a une obligation de transparence. Et Rio Tinto n'a pas publié ses accords. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de conditions de mise en vigueur de la convention qui ne sont pas finalisées. Notamment... Et donc vous prenez l'engagement que quand ce sera le temps, vous publierez l'ensemble de ces conventions. La Guinée est membre de l'ITIE en conformité avec l'ITIE. C'est une obligation internationale même de la Guinée de publier ces conventions-là au titre de l'engagement de la Guinée avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On a l'obligation de publier l'ensemble de ces accords. Et ce que je peux garantir, en tout cas, on peut tout reprocher au président de la République, au CNRD, sauf la question de la gouvernance. Ces accords qui ont été négociés, il y a des gains fiscaux de plus de 20% par rapport aux conventions antérieures. Et aussi, il y a une meilleure prise en compte des intérêts stratégiques de l'État guinéen. C'est un projet où vous aviez... Mais ça, c'est vous qui le dites, parce que vous êtes dedans. Pourquoi alors vous ne sortez pas tout ça pour que l'opinion sache que le travail qui est en train d'être fait est mieux que celui qui était là par le passé? Je pense que
l'opportunité est donnée justement. C'est une occasion d'en parler. Je pense que d'en parler et d'éclairer, parce que l'absence d'information, ça crée des suppositions ou des perceptions inutiles. Et les accords qui sont négociés, et les parlementaires, ils ont eu accès à ces accords. Les accords qui ont été négociés, et je prends sur la question de contenu local. Il y a un plan de non-contenu local qui est plus robuste que ce qui est prévu dans notre législation. À titre d'exemple, s'il y a un contrat où il y a un étranger en compétition avec un Guinéen, plus ou moins 5%, si il y a, comment on appelle ça, pricing bonus, si le Guinéen est plus cher de 5%, le contrat va être alloué à un Guinéen. Oui. Et au niveau des revenus, il y a un mécanisme qui a été institué, c'est créer la certitude dans les revenus, diversifier les revenus. Et au niveau de la certitude, je prends l'exemple au niveau de la Convention de co-développement, il y a le pilier 2 de l'OCDE qui a remplacé l'exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés ou le bénéfice industriel et commercial. Le pilier 2 de l'OCDE, c'est quoi? C'est l'impôt minimum forfaitaire qui permet aux multinationales de payer les impôts soit dans le pays où ils opèrent ou dans leur pays de résidence. Dans cet accord, il a été imposé aux investisseurs que l'impôt sur les sociétés va être payé en territoire guinéen. Okay. Donc, en termes de transparence ou de publication, pour moi, c'est un faux débat, parce que la Guinée est déjà... le débat persiste pourtant. Non, monsieur le ministre, puisque vous n'êtes pas que ministre de Simandou, vous êtes ministre des Mines, parlons des autres sous-secteurs. Et je parle du secteur minier de façon globale, qui est quand même sous tension. Et en préparant cette émission, j'ai eu accès à des informations selon lesquelles plus de 5 ou 6 sociétés sont menacées, notamment par le Conseil guinéen de chargeurs, parce qu'elles ne seraient pas en règle, ces entités-là. Il y a la question du rapatriement aussi des devises. Et apparemment, il y a des gros d'étranglement à certains endroits. Qu'est-ce que vous faites pour apaiser davantage le secteur minier et rassurer ceux qui viennent investir dans le pays? Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une longue réunion avec mon homologue, le ministre des Transports, parce que cette question de bordereau de suivi du cargaison, de l'Office des chargeurs, l'Office des chargeurs, c'est une direction du ministère des Transports. Le Conseil guinéen des chargeurs. Le Conseil guinéen des chargeurs. Nous avions eu une séance de travail avec mes collaborateurs. Pour aujourd'hui, même une réunion est prévue avec le ministre des Finances, le ministre des Transports et moi-même et la Chambre des Mines, afin de pouvoir échanger pour trouver des solutions qui permettent de ne pas aller jusqu'à la fermeture des locaux de certaines sociétés. Et notre rôle également, quand j'ai pris fonction, c'était de dire ok, l'État respecte ses engagements, mais il est important aussi que les sociétés minières, les engagements qui sont contractés à l'égard de notre pays, que ces engagements puissent être respectés, mais tout ceci dans le respect strict de la législation en vigueur. C'est extrêmement important de respecter notre législation et pour une question de crédibilité et pour qu'il y ait une meilleure relation, qu'on apaise ou qu'il y ait une relation harmonieuse avec les investisseurs miniers. La Chambre des mines est invitée aujourd'hui avec l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet particulier pour qu'on puisse arriver à un accord. Et il y a d'autres sujets que vous évoquez. Le rapatriement des devises. Au mois de juin dernier, j'ai eu une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale et la Chambre des mines pour convenir des modalités. C'est une provision, c'est une disposition du code minier et qui se trouve aussi dans les conventions des différentes sociétés minières. C'est tout ça qui va améliorer l'impact de l'investissement minier dans notre pays, au-delà des recettes budgétaires, mais l'impact économique dans son ensemble, qui va contribuer à raffermir, à bonifier, à donner plus de stabilité à notre économie nationale et en stabilisant le taux de change et en baissant le taux de change, puisque plus le taux de change baisse, plus ça a un impact direct sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on est convenu que 50% des recettes d'exportation de ces sociétés doivent être rapatriées. Il y a des sociétés qui sont nettement aujourd'hui au-delà des 50%, il y en a qui sont à 60-62%. Il y a d'autres qui sont proches du ratio de 50% qu'on a fixé à 47%. Mais on est sur la bonne voie pour arriver à cet objectif d'un minimum de 50% des recettes d'exportation des sociétés minières pour que ce soit domicilié, pas à la Banque centrale, je le précise, mais dans les établissements bancaires nationaux, dans leur propre compte, pour que ça puisse avoir un impact sur l'économie nationale.
Maintenant, sur la question des raffineries. Et nous y travaillons. Nous avions développé une stratégie pour les raffineries. Il y a à peu près 8 sociétés qui ont des obligations de construire des raffineries. Mais avec le pragmatisme qu'on connaît du chef de l'État, il a accepté que plusieurs sociétés se mettent ensemble pour construire des raffineries. Ça permet de mutualiser cette construction et de réduire les capex pour chacune des sociétés. Et aujourd'hui, on est en train d'avancer avec certaines sociétés pour la construction des raffineries. Et la stratégie du ministère, c'est 2 pôles de raffineries dans notre pays, dans la région nord-ouest. Un pôle à Bofa et un pôle à Boké. C'est les 2 principales préfectures de production de bauxite dans notre pays. Vous avez résolu la question de l'énergie qui était quand même l'incidente? Merci de poser cette question, c'est extrêmement important. Avant, on attendait la solution, que toutes les solutions aux problèmes du secteur que soient portées par les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons changé le logiciel, si je peux dire ainsi. Oui. L'État a pris en charge les problématiques d'énergie en allant vers plus de mix énergétique. Le mix énergétique, aujourd'hui, l'essentiel de la production énergétique en Guinée, c'est l'hydroélectricité et le thermique, mais qui est alimenté à partir du mazout qu'on appelle communément HFO. Oui. Et il y a des initiatives en cours pour le développement du solaire, mais également de l'éolienne et du gaz avec West Africa LNG, dont la convention a été signée et ratifiée avec une société américaine, mais également du charbon. Et pourquoi le charbon? Je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'aborder le sujet de l'énergie sans démagogie. Le monde s'est développé autour de l'électricité. L'ancêtre de l'Union européenne s'appelait la communauté économique du charbon et de l'acier. 34% de l'électricité produite en Allemagne, c'est d'origine charbon. Aux États-Unis, au moins, c'est 20%. Et la France, c'est le nucléaire et le charbon et d'autres sources d'énergie comme le gaz. L'Angleterre vient de rouvrir ses mines de charbon. Certaines ont été fermées, ils viennent de les ouvrir. Pourquoi pas nous allons utiliser le charbon. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que quand vous visitez une centrale à charbon, je pense que c'est important de montrer ça à nos compatriotes. Et c'est aussi propre que le podium de cette émission. Et c'est une énergie pas chère, qui est stable, qui peut amener le pays vers son industrialisation. Je pense que ce mix énergétique, on a 800 MW de hydro. Si on met 800 MW de charbon, ça veut dire que notre empreinte carbone est nulle. Et si on rajoute le solaire sur ça et d'autres sources d'énergie, je pense que ça permet d'avoir l'électricité pour le développement de notre pays. D'accord. Comme Lénine a dit, la révolution, c'est l'électricité et les soviets. L'électricité et les soviets. On va encore observer une pause pour aller vers la 3e étape de cette émission, qui consiste à donner aussi la chance à des concitoyens de poser directement leurs préoccupations ou leurs questions à M. le ministre. On va donc observer une pause, le temps de reprendre avec ces questions de nos compatriotes. Je m'appelle M. Guilamodi Bernard Akoui, je suis agent de santé, sécurité et environnement HSE. Depuis plusieurs décennies, disons que nous, on n'était même pas nés, on est en train d'exploiter nos ressources. On ne sait pas réellement comment sont réparties les ressources-là. Ça, c'est ma première question. Secondo, le projet Simandou 2040, on veut savoir réellement l'effectivité du projet. Ça commence quand réellement l'exploitation et quelles seront les retombées? Parce qu'on a entendu que c'était entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les autres vont exploiter pour eux. Est-ce qu'il y aura une coopération pour les autres pour pouvoir transférer de l'autre côté et exploiter ou envoyer par bateau pour aller revendre? Ou est-ce qu'il y a une politique de transformation sur place pour avoir des plus-values encore pour notre pays? Merci beaucoup. Madinti Bangura. Dans question dans sa ministre be. Mama kolonfe ba depuis mola mara hamona den da kai. Muna to ma giben de geli sigama. Donc mun sera ba mara. Anye madi. Pays toro. Donc ministre ga fala mo be nanye makana. Kelfe bokemato anu bofa anu kamsa. Mene men birin itoro hui bauxite kelimana me hanya na hafi
hanya mu ge ya ibadi in so na to wienga go yo fure na ke no e toro ko ne fe donc ministre ga fala mo be gi boxit ne makana ba hanya le pays ça ne va pas donc on tawa mana question nan sa fe ministre. Et rapidement, je tiens quand même à clarifier pour dire au premier intervenant, au premier concitoyen que le démarrage à quand le projet Simandou, la fin de la construction, c'est décembre 2025 au plus tard. Et nous allons assister au sifflement du premier train, si je peux dire ainsi. Transportant les premières tonnes de minerai de fer et vers le port de Moribaya. Et si vous avez son contact, je pense que c'est un citoyen qu'on va inviter pour assister à ce moment historique de notre pays où les premières tonnes du minerai de fer du Simandou sont chargées dans les bateaux pour aller vers les marchés mondiaux. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, sa question Simandou 2040, 2040 et Simandou, le projet Simandou. Et le programme Simandou 2040, c'est une initiative du président de la République d'avoir un programme de développement sur 15 ans pour notre pays. Ça pouvait s'appeler Nimba, ça pouvait s'appeler, je ne sais pas, Kassa. La Côte d'Ivoire l'a appelé à l'époque éléphant d'Afrique. Sénégal, ils ont dit Sénégal émergence. Mais c'est profiter de la dynamique du Simandou aujourd'hui que ce programme s'est intitulé Simandou 2040, qui a 5 piliers. Et je ne vais pas revenir sur ça, je pense que le ministre du Plan va revenir. C'est le premier pilier, et c'est l'agriculture et le commerce et l'industrie. Ensuite, on a l'éducation, le deuxième pilier, l'éducation et la culture. On a les infrastructures, la technologie et le transport. Il y a le quatrième pilier, l'économie, les finances et les assurances. Et le cinquième pilier, la santé et le bien-être. Et qui est complètement différent du projet Simandou, qui est un projet minier d'exploitation des gisements de fer du mont Simandou, transporté sur une infrastructure ferroviaire d'environ 650 km d'un port, et dont une partie sera transformée sur place en acier. Ça, et en termes d'emploi aujourd'hui, il y a 45 000 Guinéens qui travaillent dans le cadre de ce projet. Donc en termes d'impact, juste en 2024, il y a environ 2 milliards de dollars qui sont dépensés en Guinée par ce projet Simandou. Donc l'impact se diffuse dans comment on appelle ça, dans les eaux de ruissellement. C'est ce qui va aller jusque chez la vendeuse d'Achiké du quartier. Sur la question de la dame concernant la bauxite qui sort depuis avant que certaines soient nées, et depuis leur tendre enfance, qu'on ne voit pas la poussière, on ne voit pas l'impact en termes d'amélioration du cadre de vie de ces populations. C'est en tenant compte de ces problématiques que la question de la transformation de la bauxite en alumine et de l'alumine à l'aluminium est un enjeu important de développement pour notre pays. L'un des premiers utilisateurs de l'aluminium, le produit fini, c'est la construction. En Guinée, tout Guinéen, tout citoyen, son rêve, c'est d'avoir une maison. Nos toitures, c'est quoi? C'est des feuilles d'aluminium. Ces feuilles d'aluminium ne sont pas produites en Guinée. Ces feuilles d'aluminium sont importées. Et ce qu'on appelle ici usines d'aluminium, ce n'est pas des usines, c'est des trucs d'assemblage. C'est juste les couper et les onduler. Et les onduler et mettre sur nos toitures. Et la question d'impact, et c'est pour ça le 16 juillet dernier, avec le ministre de l'administration du territoire et présidé par monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, nous avions signé à Bouquet et l'arrêté conjoint portant Fonds de développement économique local. Le FODEL. Le FODEL. Le fameux FODEL. Le fameux FODEL pour mettre une meilleure transparence et une meilleure gestion, ne pas seulement axer le financement du FODEL sur la construction d'infrastructures, des latrines, des écoles et des centres de santé, mais également financer des activités génératrices de revenus qu'on appelle communément AGR. Au titre de l'année 2023, sur l'ensemble des zones impactées par l'exploitation minière, et le montant du FODEL s'élève à 138 milliards de francs guinéens. Si ces fonds annuels qui vont aller d'année en année en s'augmentant, sont utilisés de manière transparente et à des projets concrets, ça améliore certainement le cadre de vie des populations. Ce n'est pas suffisant, mais c'est par petits bouts qu'on parvient à améliorer la vie des gens et à atteindre les objectifs. Ok. Ma question
c'est de savoir, parce que l'autre pan de la question de la dame, c'est la question de respect de l'environnement. Elle parle de poussière, la question de la poussière à Bokeh, et le soleil qui est chaud. Mais c'est que souvent les gens ne comprennent pas comment ces sociétés doivent annuellement présenter l'exécution de leur plan de compensation environnementale et sociale, je ne sais pas techniquement comment vous l'appelez, mais elles continuent, vous ne leur interdisez pas de continuer leur activité alors que vous ne vous rassurez pas que les plans de compensation sont exécutés. Est-ce que c'est un mauvais procès qu'on fait à l'administration minière et au ministère de l'Environnement quand on vous dit que vous laissez faire? On ne laisse pas faire, mais c'est des sujets extrêmement importants qui sont aujourd'hui pris en charge. La question de la compensation, je commence par le dernier point que vous avez soulevé. On vient de travailler sur un référentiel des compensations. Avant, c'était quoi? Chaque société faisait des compensations en fonction de excusez-moi de l'expression, à la tête du client. Non, moi je parle plutôt de la restauration alors. Le mot compensation n'est pas approprié. Je le redis, c'est la restauration de l'environnement. Voilà. Sur la question de compensation, on est en train de travailler sur un standard qui va être applicable à tout le monde. Sur la question de restauration, il est prévu par les dispositions du Code minier un fonds de réhabilitation environnementale. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Les sociétés prévoient les fonds de réhabilitation dans leur propre comptabilité. Là, on est en train de travailler sur un compte séquestre où les montants annuels alloués à la réhabilitation environnementale vont être mis dans ce compte séquestre avec une gouvernance où l'entreprise minière est partie prenante et les communautés sont partie prenante. L'État, l'administration de la ministère de l'Environnement est partie prenante, mais également la Chambre des mines est partie prenante pour s'assurer que les plans de gestion environnementaux et sociaux, les PGS, sont respectés annuellement par les sociétés. Et aujourd'hui, on travaille de manière extrêmement rapprochée avec le ministère de l'Environnement pour la prise en charge de ces problématiques qui impactent la vie des citoyens, mais également sur le plan de la santé également, pour pouvoir minimiser. Il n'y a pas d'exploitation minière sans impact. Et quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Mais au moins, qu'on puisse, autant que faire se peut, merci de l'expression, atténuer cet impact et maximiser les impacts positifs en faveur des communautés riveraines des sociétés minières. L'autre chose, Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué durant tout le long de votre intervention, c'est le code minier. 11 ans, il existe. Est-ce qu'il est toujours attractif? Parce que quand on le mettait en route, on disait que c'est l'un des codes les plus attractifs aujourd'hui. Est-ce qu'il commence à avoir des insuffisances? Parce que la Guinée aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui doivent être améliorées? Oui, je pense qu'après 11 ans, c'est important de faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché pour amplifier? Qu'est-ce qui a moins marché, l'améliorer? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je prends l'exemple des métaux critiques, donc je vous ai parlé tantôt. Vous regardez notre code minier, il n'y a pas de fiscalité applicable aux métaux critiques. Quelqu'un découvre du cuivre demain, ou du titanium, ou du cobalt, il n'y a pas une fiscalité prévue par notre code minier qui va lui être appliquée. Donc nous travaillons par exemple pour combler ce vide concernant par exemple les métaux critiques, mais également en termes de gouvernance. Et le code minier prévoit que quand on donne un permis de recherche, c'est pour 3 ans, et premier octroi, après renouvelable 2 fois 2 ans, et à la fin, qu'est-ce que les sociétés font? Et chaque période de renouvellement, vous rétrocédez 50% du périmètre initialement accordé à l'État. Et qu'est-ce que les sociétés font? J'ai une société qui s'appelle Koya, et le jour de ma rétrocession, je crée une seconde société qui s'appelle peut-être Dobreka qui va appliquer. Et c'est quand cette société dépose sa demande, comme la procédure cadastrale veut que c'est première demande, premier servi. Donc, ayant l'information, le jour où il dépose sa demande, le même jour, il a une autre demande qui est prête sur la partie qui est rétrocédée. Ça aussi, on veut mettre fin. Mais également, on essaie aussi de combler certains aspects pour donner plus d'incitation aux nationaux pour venir dans l'exploitation minière en créant des incitations, notamment fiscales, pour que les nationaux puissent s'intéresser au développement du secteur minier et réserver certaines pans de l'activité minière aux Guinéens. C'est le cas de l'exploitation artisanale, l'exploitation mécanisée et l'exploitation semi-industrielle de l'or. Ça va être réservé exclusivement aux nationaux.
Je voudrais un commentaire parce que l'une des réformes aussi de votre administration, ça a été de permettre quand même au pays désormais, contrairement aux idées reçues, de savoir les quantités qui sont exportées. Et vous avez aussi le laboratoire national. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait à ce niveau-là pour améliorer les choses? En fait, pour le contrôle de la qualité et de la quantité des ressources minérales, il y a eu un changement, non? Il y a un changement. Oui. Et il y a un service, une direction au ministère des Mines qui s'appelle le BEQQ, le Bureau d'évaluation des quantités et des produits miniers à l'exportation. Et il y a le laboratoire national de géologie qui fait le contrôle de la qualité et de la teneur du minerai. Pour le contrôle de la qualité de la bauxite, de la teneur, et je dirais, parce que ces deux paramètres rentrent dans le calcul de la taxe minière. Et la qualité et la quantité. Donc, c'est des facteurs déterminants et critiques et sur lesquels nous sommes en train de travailler et pour qu'on ait une maîtrise parfaite de la quantité et de la teneur des produits miniers qui sortent de notre pays. Il y a le prix référentiel aussi que vous avez, et c'est une innovation aussi. Exactement, le prix de référence, c'est une innovation parce que qu'est-ce que les sociétés faisaient? Elles minoraient la vente, le prix de vente de la bauxite. Donc ce prix de référence qui est basé sur un benchmark international a permis de remonter le prix de vente de la bauxite, mais aujourd'hui, ce qui a un impact certain sur les recettes budgétaires, mais à partir de 2025, nous sommes en train nous avons engagé une réforme extrêmement importante pour créer l'index de la bauxite guinéenne, Guinea Bauxite Index, ce qui va encore davantage améliorer les recettes de l'État sur une plateforme de manière... à partir de votre téléphone, vous pourrez avoir accès quel est le prix de la tonne de bauxite guinéenne qui est arrivée dans un port chinois, quel est le coût du transport. Tout ça, la maîtrise de l'ensemble de ces facteurs permettra du moins à notre pays de capturer l'essentiel des revenus attendus dans le secteur. Et vous avez aussi récemment réglementé l'exploitation artisanale par le biais d'actes que vous avez signés avec vos collègues ministres. Tout à fait. Les arrêtés conjoints. Oui. Et l'exploitation artisanale, c'est extrêmement important pour notre pays. Et nous avons suspendu l'exploitation artisanale du mois de juillet, du 1er juillet au 30 septembre, pour pouvoir d'abord que les gens retournent à la terre pour faire de l'agriculture, puisque c'est la saison des cultures, puisque c'est la saison hivernale. Mais aussi, on a mis ce temps à profit de suspension pour faire les réformes nécessaires pour l'exploitation artisanale. Vous connaissez les impacts. Et c'était devenu une exploitation artisanale sauvage, anarchique. On allait dans les cours d'eau, ça allait dans tous les sens. Et on a essayé de rationaliser ça en créant, on a pris 4 actes majeurs avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Administration du Territoire. Il y a un arrêté portant encadrement de l'exploitation artisanale de l'exploitation mécanisée et de l'exploitation artisanale. Il y a un arrêté portant cahier des charges pour la prise pour les questions environnementales, pour que celui qui fait de l'exploitation mécanisée puisse faire une évaluation environnementale préalable et pour pouvoir travailler de manière régulière à la réhabilitation. Ensuite, il y a un arrêté portant définition des couloirs pour éviter que l'exploitation artisanale ne s'invite dans les cours d'eau. L'exploitation artisanale classique, on a connue depuis des millénaires, depuis le Moyen-Âge. Maintenant, il y a l'exploitation mécanisée avec les engins, mais cette exploitation mécanisée, elle est encadrée avec un cahier de charges, avec des paiements de taxes, et l'exploitation semi-industrielle. Ces 3 exploitations artisanales, mécanisées et semi-industrielles sont réservées aux nationaux. Mais pour éviter que ce soit des vues d'esprit, pour l'exploitation mécanisée et l'exploitation semi-industrielle, quand on octroie aux Guinéens, pour que ce soit effectif, on permet aux Guinéens de céder 33,33% du capital à des étrangers pour des besoins de financement, pour pouvoir acquérir les équipements nécessaires à l'exploitation. Monsieur le ministre, en 30 secondes, quelque chose sur GAC, cette société qui menace d'être fermée. Vous êtes au courant? Qu'est-ce qui se passe en 30 secondes? La fermeture de GAC a des difficultés avec l'administration douanière et d'autres administrations, mais il faut quand même rappeler que c'est la seule société dont le nom est synonyme d'alumine. Ça s'appelle Guinea Alumina Corporation. Ça fait 20 ans cette année que la convention de la société GAC a été signée. Est-ce qu'on a vu la raffinerie?
Et je pense que c'est extrêmement important. Vous avez évoqué les questions énergétiques tout à l'heure. Oui, mais quand les sociétés signaient ces conventions, elles savaient que ces problèmes énergétiques existaient. Quand ils ont signé, il n'y avait pas Swapiti, il n'y avait pas Kaleta, il n'y avait pas toutes les... Amaria en cours depuis cette année. Ouais. Donc, ces sociétés savaient pertinemment où elles investissaient et qu'il y avait cette problématique d'énergie qui se posait. Et c'était à elles de respecter leurs engagements. Le président de la République, le 5 septembre, a dit que la Guinée respecte les engagements internationaux. La contrepartie, il faut que chaque partenaire respecte ses engagements pris à l'égard de l'État guinéen. En gros, c'est GAC qui ne respecte pas à date ses engagements, c'est ça? Le résultat est là. Après 20 ans, GAC n'a pas construit sa raffinerie. Va être inévitable. Le chronogramme, le dernier chronogramme convenu avec GAC, la raffinerie, la fin de la construction est prévue le 30 septembre 2026. Et jusqu'à présent, les travaux de construction de la raffinerie n'ont pas commencé. Et on sera intransigeant et implacable à l'égard de toute société qui ne respecterait pas ses engagements à l'égard de l'État guinéen. Parce que c'est un engagement pris au nom de plus de 12 millions de Guinéens. Au nom et pour le compte de la Guinée. Absolument. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également, Thierry Nodou Camara, pour la co-animation. Ça en est donc terminé pour cet autre numéro avec toujours les ministres qui passent dans l'émission Faire le point pour faire le bilan de leur gestion. À vous, téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.